Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marielle. Bonjour Marielle. Bonjour Vassia. Marielle va nous parler d'elle. Marielle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, nous présenter ta vision, ton parcours de chef d'entreprise sur les différents supports? Alors, avant d'être chef d'entreprise, j'étais avocat. Oui. Et avant d'être avocat, j'avais commandé une robe d'avocat au Père Noël. Oh. Ça remonte très très loin. Ah oui, Oui, ça repose sur une valeur, c'est l'injustice. oui. L'insupportabilité de l'injustice. Mm. Donc chef de classe, de la 6e à la terminale, à défendre toujours les causes qu'il fallait. Puis des études de droit logique. Oui. Et puis l'examen d'avocat et l'intégration dans ce métier qui est une des passions de ma vie. Oui. Alors pourquoi le métier d'avocat? Quelle est l'injustice qui t'a amené là-dessus? Ah, alors là, il a fallu quelques années chez le psy. Chose est certaine, mon père et mon grand-père étaient avocats. Ah À d'accord. vrai dire, je suis la 4e génération, Oui. même première femme. Ah bien. Ah oui, la première femme. Ah, ils doivent être fiers, ton grand-père et ton papa. Ouais, alors mon grand-père, malheureusement, n'était plus en vie quand je suis devenue avocat. Je l'ai perdu assez jeune, mais mon père On avait une photo de lui et moi quand j'avais 4 ans et que j'avais ma petite robe d'avocat Oui. que j'avais demandé au Père Noël. 20 ans après, quand j'ai prêté serment, Oui. on a refait la même photo. Ah, génial. Avant de devenir chef d'entreprise, j'ai quand même été très profession libérale. Oui. C'est-à-dire seule, Mm. avec un collaborateur, une secrétaire. Et c'est au fur et à mesure que ma vision a changé, on va Oui. dire. Donc, on va d'abord, avant de partir sur ta vision de chef d'entreprise, parler un peu plus de ton parcours en tant qu'avocate. Voilà, parce que c'est une de tes grandes passions, c'est quelque chose qui était vraiment important pour toi, qui est toujours important, parce que Toujours. tu es toujours avocate, oui. Ça fait 35 ans Wow. que je fais ce métier. Comme je disais à des jeunes que j'ai Oui. accueillis récemment, d'abord, c'est un métier où on peut faire un burn-out, c'est Oui. vrai, Oui. où on peut être épuisé, Mm. où on peut ne jamais se protéger parce qu'on passe son temps à protéger les autres et à Tout les à fait. défendre, mais où on ne s'ennuie jamais. Ah, ça, Et c'est comme sûr. j'ai voulu mettre de l'humour, la dernière garantie, une seule chose, vous ne vous ennuierez jamais. Oui. Je ne me suis pas ennuyée une seconde. Tu es spécialisée dans quel domaine d'avocat? Alors, j'ai fait dès le début de ma carrière beaucoup de droit du travail, un tout petit peu de droit de la famille pour mes chefs d'entreprise et du droit de l'entrepreneuriat, enfin, du droit des entreprises, on Oui. peut dire, hein. Et donc, et au fur et à mesure que je me suis spécialisée, quand j'ai eu une associée qui a rejoint le cabinet, j'ai arrêté le droit du travail que j'ai fait pendant 25 ans, hein. Et D'accord. j'ai adoré plaider au prud'homme, j'ai adoré. Maintenant, je plaide plus que devant le tribunal de commerce. Et bon, le TJ de temps en temps, mais Oui. majoritairement devant le tribunal de commerce. D'accord. Donc, tu dois avoir un mandat en dehors de ton statut d'avocat. Tu as pris un mandat? Impossible. Non? Je serais en incompatibilité et en éthique, ça ne serait Oui. pas possible. Mais en tout cas, j'y suis très très souvent dans nos 4 principaux tribunaux de commerce que sont Nice, Antibes, Grasse et Cannes. Voilà. Sur le département, nous en avons 4 tribunaux de commerce. Eh bien, c'est super. Du volet avocat, qui est toujours ton métier, tu as décidé de partir sur l'entrepreneuriat féminin. Comment c'est venu? Alors d'abord l'entrepreneuriat. Je Oui. ne suis pas arrivée tout de suite à défendre que l'entrepreneuriat féminin. Alors c'est vrai que c'est une rencontre avec un homme, avec une structure qui s'appelait à l'époque Fier Entreprendre, qui est devenue Initiative Nice Côte d'Azur, qui est une des plateformes qui sont situées pour l'aide et la création des entreprises et la Oui. croissance également. Et c'est là que j'ai appris la pluridisciplinarité, déjà, parce que j'étais très avocat. Je voyais que les choses à l'aune du droit. Et là, j'ai appris la transversalité de l'entrepreneuriat avec une vision d'expert comptable, de banquier, de chef d'entreprise, parce que moi, j'avais la mienne d'avocat, qui est quand même, à l'époque, était très juridique. Aujourd'hui, elle est devenue, j'avoue, toujours juridique, mais très financière. Oui. Puisque le nerf de la guerre, c'est quand même Oui. souvent les finances dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est aux côtés des experts comptables, des banquiers, que j'ai changé ma vision des choses et que petit à petit, au fil des années, je suis devenue chef d'entreprise et puis le cabinet s'est développé. On est passé de 3 à 5, à 8, à 10. Bon, aujourd'hui, on est 15. D'accord. Voilà. Waouh, c'est extraordinaire. Alors, ce volet de partir sur l'entrepreneuriat que tu as commencé à mettre en place t'a amené à faire pas mal de choses.
Alors oui, donc moi j'ai intégré, alors j'avoue que j'ai toujours beaucoup de plaisir à le raconter. Je lisais la Tribune parce que je suis fan de la première heure de la Tribune. Oui. J'ai travaillé avec Philippe Léon, puis Philippine Léon. Et donc je vois une photo d'un monsieur que je connais qui s'appelle Gérard Ruff, que je Oui. connais comme expert comptable, commissaire aux comptes, expert judiciaire. Et là, il crée Fier Entreprendre. Et je me dis, cet homme est génial. Mm. Il a quand même une très grosse notoriété à côté. C'est un super spécialiste et il prend du temps Oui. pour aider à la création d'entreprise. Coup de foudre. Et d'ailleurs, Gérard, les premières années, disait toujours, Marielle, il y a eu le coup de foudre pour moi. Mais je me suis dit quand même, waouh, ce type Oui. est extraordinaire. Et donc, je suis rentrée, je leur ai fait un courrier pour savoir s'ils avaient besoin d'une bénévole. Hein. On était sur de l'associatif. Et quelques mois après, j'ai la directrice Véronique Pince qui a pris contact avec moi, qui m'a dit, vous êtes toujours d'accord? Donc, je suis rentrée en 98. Je n'en suis plus jamais partie. Ah oui. Après, je suis devenue d'abord secrétaire générale, puis vice-présidente. Et puis, quand Gérard Ruff, en 2004-2005, m'a dit, Marielle, bon, ça fait quand même un moment, est-ce que tu veux prendre la suite? Je lui ai dit, non, mais non, enfin non. Toujours ces fameux syndrome de l'imposteur. Oui. Mais non, je suis pas capable. Bon, bref. Il m'a dit, si, tout à fait. Oui. Donc, moi, j'ai fait qu'un seul mandat. J'ai fait D'accord. toujours qu'un seul mandat à la tête des associations parce que je suis peut-être un peu douée pour créer, avoir des idées, fédérer. Mm. Mais le pouvoir ne m'intéressant pas, quelque part, une fois que tout est structuré, que Oui. le projet est monté, je laisse à quelqu'un qui a une vision qui sera complémentaire à la mienne et qui va impulser les choses. Donc j'ai fait un mandat comme présidente. En même temps, je faisais mon deuxième enfant. Ça a fait Ah oui. beaucoup d'actions. C'était effectivement en 2006. Ah oui. Et puis je suis redevenue simple membre et je participe au conseil d'administration parce que cette association m'a tellement appris Oui. et m'a permis de devenir aussi l'avocate Mm. que je suis engagée, que je considère que je lui rends du temps et du bénévolat et des projets toujours passionnants. Eh bien, génial. En parlant de projets, quels sont les projets que tu mènes aujourd'hui? Il y a un projet qui me tient à cœur depuis 30 ans, Oui. que j'ai mis en suspens parce que ça s'y prêtait pas et qui sera, je pense, porté avec l'Union patronale Oui. et Franck Canata. Oui. C'est une école de l'entrepreneuriat. Ah oui. Oui. Malheureusement, dans ma carrière d'avocat, j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas pris les bonnes décisions avant, qui n'ont pas vu les bons conseils avant, Oui. qui n'ont pas fait tous une école de commerce Mm. et qui ne sont pas donc, j'allais dire, très aiguillés, Mm. très compétents et qui font des erreurs et après, ce sont les premiers à en payer les conséquences. Tout à fait. Donc voilà, je pense que 2025 et 2026, on va voir, soit on va faire un état des lieux de ce qui existe, parce que si l'existant suffit, je ne suis pas la spécialiste de rajouter une couche sur le millefeuille. Donc, soit il existe quelque chose, on va déjà faire un état des lieux de tout l'existant. Quand on est salarié, cadre, ou peu importe, ou même fonctionnaire, moi je connais des militaires qui montent des boîtes, Mm. et ils les font d'ailleurs très très bien en demeurant. Oui. Mm. Vous voulez monter une société, vous faites comment? Vous n'allez pas reprendre des études Mm. forcément à 45 ou 50 ans. Bien sûr. Donc, ça serait une école qui aurait 3 volets. D'accord. Un volet un peu style école 42 à la carte. On a juste besoin d'un modèle en pays, on a juste besoin d'un modèle, d'apprendre quelque chose. On n'a pas envie de faire un DU d'entrepreneuriat. Oui. Soit on veut faire effectivement BTS ou licence, master, et là, il n'y a pas de problème. Soit ce qu'avait fait un peu à l'époque Bernard Tapie à Marseille, c'est-à-dire l'inclusion grâce à l'entrepreneuriat. Oui. Et là, je considère que bon, il y a des jeunes qui seraient beaucoup plus valorisés, qui se sentiraient beaucoup mieux dans leur peau, de créer d'abord leur TPE, Oui. peut-être même de créer leur job, en créer une entreprise, mais toujours avec de la prévention pour qu'ils soient formés. Oui. Et ils créeraient de la richesse, ils créeraient des emplois, et ça serait beaucoup moins... Enfin, ça lutte contre l'exclusion aussi, Oui. l'entrepreneuriat. Après, on peut aller dans l'excellence et les grandes études, les grandes écoles de commerce, et il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut que ce soit transversal sur tous les niveaux et que chacun puisse y trouver ses besoins et ses envies. Donc, Marielle, si je t'écoute, c'est une école la 4 que tu proposes alors. Que nous propose ce projet sera porté par l'Union patronale, les Alpes-Maritimes, l'UPE, et ça va regrouper tous les partenaires, publics et privés, toutes les écoles. On va d'abord faire une identification de l'existant pour voir quels sont les manques. Et après, on regardera le projet subvention, comment on finance. Oui. Et en troisième lieu, le projet éducatif. Mais vraiment, pour que chaque chef d'entreprise qui a besoin juste d'un domaine ou d'une matière ne soit pas obligé de faire tout un parcours. Voilà, donc c'est, à mon avis, ça répond à un besoin. Et en plus, ça répond au besoin d'inclusion par l'entrepreneuriat et de la création de richesse. Oui, parce qu'aujourd'hui, cette école,
elle peut être destinée à des personnes qui veulent créer une entreprise, mais à des personnes qui sont déjà chefs d'entreprise et Tout à qui ont fait. besoin de se recycler Tout à fait. dans des modules plus ou moins... Exactement. C'est pour ça qu'on parle de à la carte, parce Oui. que chacun y trouvera ce qu'il a besoin. Il n'est pas question de faire une couche supplémentaire au millefeuille. Oui. Ah ben ça, c'est génial. Aujourd'hui, Marielle, qu'est-ce que le territoire a façonné dans ta manière, dans ton parcours? Le territoire, comment est-ce qu'il a façonné ton parcours aujourd'hui? En fin de compte, c'est plus les rencontres. Oui. Les rencontres que j'ai pu faire sur ce territoire, comme c'était le cas de Gérard Ruff pour Oui. l'initiative Nice Côte d'Azur, il y a eu une période vraiment entre 2000 et 2010 où il y a eu la création de l'association des avocats d'affaires, initiative Nice Côte d'Azur. Après, on arrive dans les années 2012-2013, il y aura l'entrepreneuriat féminin Oui. qui va m'interpeller. Oui. Et chaque année, pendant 10 ans, au stand des entrepreneuriales, quand je rencontrais Paul Vera sur le stand Oui. FCE Cannes, je leur disais, quand est-ce que vous montez une délégation à Nice? Ce qu'on appelle être déterminé. Hein. Et en 2015, Paul me dit, mais écoute, fais-le, je t'aiderai à le faire. Et c'est comme ça que la délégation des femmes chefs d'entreprise de Nice est créée en 2016. D'accord. Donc, l'idée t'est venue des années plus tôt. Oui. Pourquoi? J'avais vu à travers mon expérience d'avocat d'affaires que les meilleurs résultats que j'avais dans les entreprises, que ce soit des TPE, PME, TI ou même, j'ai 2 clients au CAC 40, étaient quand il y avait les femmes et les hommes dans la gouvernance partagée. J'ai donc été très rapidement convaincue que la meilleure réussite des entreprises reposait sur la complémentarité des femmes et des hommes dans les boards même de ces grosses boîtes. Et comme les femmes avaient pris un peu de retard dans l'entrepreneuriat, je me suis dit que j'allais les booster pour qu'on arrive à une parité et que les femmes puissent aussi se réaliser, créer de la richesse aux côtés des hommes et pas contre les hommes. Bien sûr. Contre. Donc, en 2016, on a la création des femmes chefs d'entreprise de Nice et tu ne t'es pas arrêtée là. Non, il y a eu la clinique juridique de Nice Côte d'Azur qui a été créée juste après, mais là j'ai fait juste le lancement et depuis ce sont que des étudiants qui président la clinique juridique qui au début s'appelait la clinique de droit des affaires. Oui. Aujourd'hui ça s'appelle la clinique juridique de Nice Côte d'Azur qui existe comme dans beaucoup de villes de France. En fin de compte, je n'invente pas grand-chose. J'ai beaucoup d'idées. Je lis beaucoup de choses, je m'inspire de ce qui marche ailleurs. Je m'étais beaucoup inspirée pour ma campagne à l'UPE de ce qui se passait en Allemagne. D'accord. Et j'avais vu d'ailleurs qu'il y avait des catégories d'entreprises qui n'existaient pas en France, qui s'appellent les Mittelstand. Et j'en ai parlé avec Marcel Rani et il connaît bien évidemment puisqu'il en a racheté une. Et ensuite, tu as décidé de créer encore d'autres, comment vais-je le dire, d'autres supports pour les femmes. Tu allais créer Cote Magazine. Comment t'es venue l'idée? Il fallait valoriser l'entrepreneuriat féminin. Oui. Quand on voyait les concours, moi j'ai toujours adoré. Moi, dès qu'il y a une soirée avec des remises de trophées à des chefs d'entreprise, je suis heureuse. C'est comme si on m'emmène. J'ai l'impression d'emmener un enfant à Disney. C'est à peu près ça le parallèle. Donc, je m'étais dit qu'il fallait les mettre en valeur pour donner envie, pour que ça inspire d'autres femmes. Donc, très rapidement, on est juste avant le confinement, la crise sanitaire. Je décide de créer le Trophée des femmes dirigeantes. Bien évidemment que c'est les femmes chefs d'entreprise, la délégation de Nice qui va porter. Mais on va découper le territoire en deux. Et Cote Magazine va être notre partenaire. C'est-à-dire qu'on va ajouter les territoires de Monaco, Nice, Cannes, Fréjus, Saint-Tropez, Toulon. Et comme Cote Magazine a également un volet sur la deuxième partie de la région sud, il a fait une deuxième sur ce qu'on s'appelle Côte Provence. Et donc là, on met à l'honneur dans différentes catégories des femmes qui ont brillamment réussi. Donc effectivement, c'est pour pour mettre le projecteur sur la réussite féminine. Mais c'était pas suffisant parce que il y a aussi des femmes qui réussissent pas du premier coup comme des hommes. Et donc j'ai eu l'idée tout aussi rapidement de créer le Trophée des femmes du rebond. Tout à fait. Et ça, c'est les femmes qui ont eu des accidents de la vie. Qui ont eu, alors ça peut être un problème de santé très grave, un dépôt de bilan, un divorce qui a bouleversé leur vie ou un déménagement, quelque chose de vraiment traumatisant. Elles sont juste dans le rebond là. Elles n'ont pas encore réussi. Et là, on va les valoriser. Et là, c'est la première année, on était à l'Opéra de Nice, on était 400. Oui, je m'en souviens. Tout le monde pleurait. Oui. Parce que d'abord, ces femmes, elles ont l'audace de recommencer, l'énergie et le courage.
mais elles n'ont pas honte parce qu'il n'y a pas de problème d'ego à avoir échoué. Aux États-Unis, quand on échoue, on vous dit maintenant tu pourras réussir. C'est vrai. En France, malheureusement, l'échec est encore très mal. Oui, c'est mal perçu. Très mal perçu et Oui. très mal ressenti par le Oui. dirigeant qui a déjà perdu sa boîte, machin et tout. Et en plus, on lui dit qu'il est dangereux, voire qu'il fait des fautes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à revoir dans notre modèle. Oui. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu t'es dit, je vais aller avoir mon livre. Je vais parler avec l'IA. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Parce que là, j'ai vraiment envie d'entendre son histoire. Parce que oui, l'IA fait partie de notre vie. Se faire interviewer par l'IA, c'est rien qu'extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors déjà, l'idée ne vient pas de moi. Je rends toujours à César ce qui appartient à César. C'est deux hommes qui étaient proches de moi dans ma campagne et qui m'ont dit à un moment donné, tu as beaucoup d'idées, j'ai quelques idées un peu novatrices sur le partage de richesses entre le dirigeant, les actionnaires, les salariés. Donc j'ai des petits messages à faire passer. Ils m'ont dit, faut que tu écrives un livre. Mais ça va pas. Je suis déjà débordée. Si tu fais des messages audio, et puis on va faire un format tout à fait innovant. Tu vas répondre des questions de l'IA. Donc l'IA pose les questions, on prépare des algorithmes, mais les réponses, c'est toi à 100%. Tout à fait. Donc j'ai passé de nombreux messages. Alors, avant, je faisais des petits messages audio de 2-3 minutes, ceux qui me connaissent le savent. Là, c'était des messages audio qui faisaient 45 minutes, où je tenais une thématique, la sociologie de l'entreprise, les philosophes et l'entreprise, mes expériences dans l'entrepreneuriat féminin, des partages d'expériences absolument extraordinaires, des visions, des questionnements, des échecs, des doutes, parce que moi je passe mon temps à douter. Donc je m'étais dit, les gens qui doutent, il faut les rassurer, c'est normal si vous doutez. C'est pas un manque d'estime de vous. Non, c'est normal de douter pour pouvoir faire mieux. Il y a même des gens qui disent, ce qui est problématique, c'est que les gens intelligents doutent toujours et les abrutis jamais. Je suis vraiment pour la gouvernance partagée, l'intelligence partagée. On est plus intelligent à plusieurs. Mais oui. Et donc ça, j'en suis convaincue. Et c'est le modèle économique que je mets tant dans mon cabinet que dans toutes les associations où j'interviens. Est-ce que tu veux bien présenter aux téléspectateurs ton livre, s'il te plaît? À la rencontre d'une IA, à la rencontre de Marielle Valiqui. Voilà. Donc en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que les retours que j'ai eus, c'est qu'on me retrouve, c'est bien moi, il y a au moins zéro doute. Oh, génial. Ma spontanéité, ma franchise, mon politiquement pas toujours super correct. Donc, aucun doute. Tous les gens qui l'ont lu m'ont dit, on retrouve bien Marielle dans ce livre. Et c'était pour moi l'essentiel. C'est pas de chercher un prix, c'est pas de quoi que ce soit. Mais alors ça m'agressait un peu parce que j'adore la littérature et je trouvais que bon, bref, mais les messages y sont et la forme, elle est correcte. Oui, et c'est agréable d'avoir pu écrire ton livre parce que tu mets quelque chose aussi en écrit que plusieurs personnes peuvent lire, qui peuvent impacter la vie de pas mal de gens. Alors, comme je vais être dans les 3 ans qui arrivent dans le départ de mon cabinet, que j'organise, parce que comme tout dirigeant, moi, j'avais mes 2 filles. Et mon bébé qui était mon cabinet. Donc, je suis coachée depuis 1 an ou 2 pour apprendre à partir parce que c'est pas facile du tout de le faire. Et du coup, la personne qui a voulu m'inciter à faire ce livre, pour me convaincre totalement parce que j'étais pas vraiment, m'a dit, et ça sera une transmission à tes équipes et même à tous les avocats qui cherchent un peu leur place. Bon, si on me parle de partage et de transmission, j'ai fini par dire oui, c'est comme ça que l'histoire s'est déroulée. Eh ben, je pense que cette personne t'a bien aiguillée parce que c'est une belle manière de transmission et notamment aussi c'est une belle manière de mettre à l'écrit ce que tu peux apporter aux autres, au plus grand nombre. Donc les gens ont un visuel papier qui peuvent lire, s'en imprégner pour leur propre parcours. Ils seront peut-être pas d'accord sur tout. Chacun ira puiser ce qu'il a envie de trouver. Tout à fait. Et s'il a des questions, peut-être que je répondrai ou pas, certaines. Et c'est toi qui prendras peut-être la place de l'IA pour répondre à leurs questions. Exactement. Je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord. On va revenir un peu sur l'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat tout court. Aujourd'hui, quelles sont tes autres visions que tu as envie de mettre en place dans le cadre de l'entrepreneuriat? Alors, j'ai livré un peu ma vision dans le cadre de la campagne à l'Union patronale parce que c'était important. Depuis longtemps, je parle d'entreprises solidaires sur un territoire, ce qu'on appelle de la responsabilité. Avant, on parlait toujours de RSE. Aujourd'hui, on parle depuis quelques mois, enfin moi ça fait quelques années, de RTE, de responsabilité territoriale des entreprises.
Je pense que si on est attaché à un territoire, même si on ne fait pas tout son chiffre d'affaires sur ce territoire-là, il faut mettre un code de bonne conduite. Tout à fait. Il faut peut-être revoir des conditions de paiement privées. Le Small Business Act, qui est quelque chose qui est voté en France, moi j'ai travaillé dessus il y a plus de 20 ans, je n'en vois pas vraiment beaucoup l'application tous les jours. Alors c'est vrai qu'il faut surfer sur des notions juridiques qui ne peuvent pas aller sur le favoritisme, mais dans les entreprises privées en tout cas, privilégier ses partenaires et respecter des délais de paiement plus courts, parce que c'est des TPE du territoire et que nous on est une TI ou une PME, je pense que c'est respectueux et je pense que tout le monde y gagnerait. Tout à fait. Voilà, c'est une façon loyale et éthique de faire du business et de faire il n'y a pas de problème, de la croissance et d'avoir des recettes, j'ai aucun souci avec ça. Mais de façon un peu plus éthique, peut-être un peu moins sauvage, un peu moins à court terme. Rentrer du chiffre d'affaires à court terme. Quelquefois, on peut voir que sur du moyen terme, quand on noue une vraie relation commerciale respectueuse avec ses co-contractants, au final, on est gagnant. Même si, au premier abord, on n'a pas rempli totalement l'objectif financier. Oui, mais sur du long terme ou du moyen long terme. Tout à fait. Oui. Donc voilà, j'essaye. Et là aussi, le livre, il a été un outil qui m'a permis, effectivement, tu as parfaitement raison, Vassia, de poser ce que je faisais intuitivement. Parce que l'intuition est quelque chose de très important pour moi. J'ai eu un exemple récent à la REF à Paris. Et voilà, l'intuition est quelque chose... Est-ce que tu veux nous en parler de cette intuition que tu as eue à la REF? Oui, je trouve qu'elle est assez inhabituelle. Il existe un organisme qui s'appelle l'IGS, qui s'appelle les AGS, qui est une branche du France Travail et qui va s'occuper des entreprises en difficulté qui ne peuvent pas régler dans certaines conditions de 45 jours de durée les salaires de leurs salariés. Et donc, c'est la branche des AGS qui prend le relais. D'accord. Donc, c'est un lien entre les salariés qui ont besoin, bien évidemment, même si l'entreprise a déposé le bilan, d'avoir leur salaire, et avec les entreprises. Donc, on est dans un organisme qui est au centre des deux. Et quelquefois, moi, j'avais pas de lien direct avec eux. J'ai vu leur stand à la REF, j'y étais, et là, j'ai pu rencontrer des gens absolument extraordinaires avec lesquels j'ai quelques projets. Voilà. Et dès le début, dès que je suis arrivée à la REF, j'ai dit à une amie avec laquelle j'étais, il faut que j'aille sur le stand des AGS. Bon, personne ne comprenait vraiment pourquoi. Et en fin de compte, ça m'a permis de mettre du lien avec des gens qui sont très importants. C'est une institution très importante que je vais d'ailleurs peut-être faire intervenir dans un dernier projet qui est en cours de réalisation. En parlant de ça, tu viens d'être nommée à un poste. Tu veux bien nous en parler un peu? Oui, effectivement. Yvon Grosso m'a fait la confiance de me proposer d'être présidente déléguée de l'Institut des solutions fondé par Pierre Gattaz au niveau national. La région Sud est la première région expérimentale. Donc, on a tout rédigé, les statuts, la charte éthique, le règlement intérieur. On est une petite équipe. Et voilà. Et donc, on part dans un nouveau challenge avec Monsieur Pierre Gattaz, qui sera le président d'honneur et qui a lancé les choses récemment sur le territoire. Donc là, nouveau projet avec, toujours pareil, fédérer, mettre en lien toutes les compétences de manière pluridisciplinaire et transversale. Et là, c'est vraiment mettre un lien entre les entreprises, mais ça, Pierre Gattaz savait très bien le faire, et la société civile. Et là, c'est tout à fait nouveau. On ne peut pas réussir, même sur un petit territoire départemental, on ne parle pas de national, si on n'a pas mis tous les acteurs. On ne peut pas mettre les entreprises d'un côté, les salariés de l'autre. Bien sûr. C'est le sport national en France. On oppose les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, le sud, le nord, les salariés, les employeurs. Non, là, vu les difficultés qu'on rencontre et qui sont colossales, il faut mettre du lien entre tout le monde et peut-être qu'ensemble, on pourra réussir à redresser ces difficultés inquiétantes. Eh bien, bravo pour cette nomination. Merci. Nous allons revenir sur un point. Est-ce que en une phrase, tu peux me résumer ce qui signifie oser, s'engager pleinement? Alors, pour oser, il faut de l'audace. C'est un mot que j'adore, l'audace. Oser, j'adore aussi. Je vais reprendre la phrase à un de mes mentors qui s'appelle Gandhi, qui n'était pas seulement avocat, qui a libéré l'Inde, et qui disait « Soyez le changement que vous voulez être dans le monde ». La plupart du temps, dans une société, une entreprise, un couple, on demande toujours à l'autre de changer avant soi-même. C'est juste ce que j'ai essayé de faire depuis 30 ans, de montrer le changement qu'on pouvait opérer et après de donner envie aux gens de me rejoindre et de fédérer dans l'intérêt collectif. Et je pourrais revenir à ce qu'avait dit Cyril Dion quand il est intervenu à l'Alliance Riviera. L'IA
doit être au service de l'intérêt collectif. Et c'est pour ça que je m'intéresse autant à l'IA aussi, parce que ça ne doit pas être une couche supplémentaire pour éloigner les sociétés et les gens entre eux. Ah, ça c'est sûr, il faut intégrer l'IA au service de l'humain, pas le contraire. Exactement. Et c'est pour ça que je dis dans mon livre, petite boutade, elle me dit, mais alors vous me reléguez au poste d'assistante. C'est l'IA qui me dit, mais il n'est pas question que l'IA, enfin en tout cas dans mes limites éthiques et dans ce que je ressens, il n'est pas question que l'IA prenne le pouvoir sur l'être humain. Ah non, moi l'IA, comme j'aime le dire autour de moi, c'est mon assistant personnel. Hein. Ça, la petite là, c'est fait. Oh oui, pas plus. Un assistant, très bien, qui fait ce qu'on lui demande de faire et qui doit bien le faire, même si on change, on aiguille, on lui donne ce qu'il faut pour qu'il puisse sortir ce dont on a besoin. On va rebondir sur un sujet. Quel est le message que tu voudrais adresser aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui nous écoutent, qui nous regardent, pour impacter de façon positive leur vision de notre territoire? Alors ça me paraît un peu prétentieux, il n'est pas question de l'être, alors je vais le faire avec humour. Oui, je veux bien. Petite recette. D'accord, allons. Alors, de l'éthique, oui. De l'intelligence, du courage, oui. Une pincée d'audace, un coup d'espoir, oui. De la solidarité, de l'intégrité, de l'imagination et de la solidarité. En fin de compte, c'est ça. Seul, on peut pas réussir. Aujourd'hui, plus qu'avant. Oui. Il faut que le monde est devenu tellement complexe qu'il faut qu'on mette impérativement du lien entre les êtres humains et entre les entreprises. Oui. Et c'est pour ça que tout mouvement, et l'UPE, c'est pour ça que j'ai adhéré, bien évidemment, ça regroupait 2 syndicats, le MEDEF et la CPME. Oui. Et j'ai adhéré, bien évidemment, parce que je trouvais que c'était un bon vecteur pour fédérer et regrouper. Oui. Mais avec ces petites doses, et chaque être humain va mettre le dosage qu'il veut pour faire une entreprise plus ou moins pétillante, ou alors très punchy, ou alors plus calme, parce qu'il a des aspirations à plus de sérénité, en essayant de résoudre la fameuse équation impossible, vie privée, vie professionnelle. Mais là, je donne aucun conseil, parce que manifestement, j'ai pas trouvé la bonne recette à ce niveau-là. Je pense que la recette est assez compliquée, je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvée. Quel serait ton mot de fin, Marielle? Merci Vassia. Merci à toi. Invitation. Je te remercie. Merci de notre complicité de tous ces mois. Merci de tout le partage d'expérience, de ces soirées extraordinaires auxquelles on assiste. Et merci d'être la femme que tu es. Et merci à toi pour ton amitié, pour ton engagement pour le territoire, pour tes valeurs, pour le fait que tu fédères toujours autour de toi, que tu as une vision pour ton territoire, pour les autres, et que tu as toujours mis en place les choses par rapport aux autres, par rapport à l'humain. On peut dire que l'humain est au centre de tout en ce qui te concerne, et ça, bravo à toi. Merci. Merci, Vassia. J'ai été ravie de présenter cette émission avec Marielle. Nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode de l'invité de Vassia. Merci encore à toi. Merci, Vassia.